Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Greta Guzman, avec qui nous allons parler de violence conjugale. Et du coup, Greta, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites pour commencer cet épisode de podcast. Merci. Alors, je m'appelle Greta Guzman, je suis originaire du Mexique, de la ville de Mexico, et j'habite en France depuis 2010. Comme beaucoup de femmes latino-américaines issues du Mexique, je suis venue ici par amour, ce qu'on appelle la migration rose. Ça, si tu vois, je vais en parler de ça. Et finalement, je ne suis pas avec la personne avec qui je me suis mariée. Et du coup, je suis restée en France et j'ai adopté la France comme mon pays d'amour, quoi. Et je suis là. Et je travaille avec les femmes victimes de violences conjugales. Super, merci pour cette présentation. Déjà, je me dis que ça peut être bien de commencer cet épisode avec à poser les bases. Quelle est la situation des femmes victimes de violences conjugales en France et au Mexique, potentiellement? Alors, en France, elle est assez grave, malgré le fait qu'on pourrait penser que nous sommes un pays qui est, ceci dit, pays des premiers mondes. Malgré ça, en France, la violence faite aux femmes, elle est assez pressante. J'ai constaté depuis quelques ans, quand je suis arrivée en France, les gens ne parlaient pas de ça. Et donc, c'est la seule chose que je vois au fur et à mesure qu'on est avancé par rapport à ça. Mais, par exemple, en 2020, juste pour vous donner une petite idée, en France, 102 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire. Et issu de ces féminicides, parce qu'on peut parler de ça, il y a eu 14 enfants mineurs qui sont décédés. Donc, la première chose la première différenciation qu'on pourrait faire par rapport au comment la violence faite aux femmes est même typifiée en France et au Mexique, c'est que la notion de féminicide n'existe pas en France. Or, les associations féministes parlent de ça, parce que les chiffres sont assez parlantes. Et donc, c'est une violence qui va in crescendo. En 2020, il y avait 102 femmes qui ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint ou ex-petite amie et petite amie, enfin la personne avec qui elles partageaient leur vie. En 2021, on est arrivé à 113 femmes. En 2022, on est arrivé à 118 femmes. Et en 2023, les associations, encore une fois, ont compté 134 féminicides, mais le gouvernement a uniquement compté 96 parce que la notion qu'il n'existe pas de féminicide ne permet pas aux uns et aux autres de se mettre d'accord. Or, quand on a une définition vraie de ce qui se passe, la donnée pourrait changer. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas en France. Par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai envie de rebondir avec 2 questions. Du coup, qu'est-ce qui explique cette augmentation des féminicides? Et également, du coup, si je comprends bien, le terme féminicide n'est pas inscrit dans la loi, je pense, d'après ce que je comprends par rapport à ce que tu me dis. Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'inscrire, ou quelle est la bonne définition, en tout cas, d'un féminicide qui pourrait aider qui pourrait aider le gouvernement à faire la bonne comptabilisation, par exemple, des chiffres des femmes tuées, malheureusement. Oui, le féminicide, c'est un mot qui a été inventé au Mexique par Marcela Lagarde de los Ríos, parce elle a mis dans cette définition la meurtre d'une femme, d'une fille en raison de son sexe. Et c'est une notion qui est reconnue, c'est une notion juridique qui est reconnue dans plusieurs pays d'Amérique latine et le Mexique. Ces pays sont le Mexique, l'Argentine, la Bolivie, le Chili, le Pérou. Et notamment, ces notions est inscrite dans le code pénal. Ce n'est pas le cas en France. Et donc, aujourd'hui, on ne sait pas encore comment on va la faire figurer dans la loi.
c'est Raphaël Rémy Leleu, porte-parole de C'est le féminisme, que en 2017 a essayé de mettre cette notion dans la loi. Elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est la reconnaissance que le fait de s'en prendre à quelqu'un en raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vrai ou supposée. Mais aujourd'hui en France, c'est pas le cas. Hein. Et franchement, je ne sais pas quand est-ce que ça pourrait passer. J'ai croisé un jour dans un événement Maître Steyer, Isabelle Steyer, je lui ai posé cette question. Il m'a dit, je sais pas. Et donc, je me dis que si Maître Steyer ne le sait pas, c'est parce que c'est pas tout de suite. Mmh. Ok, ouais, je vois. C'est compliqué de faire avancer les choses, en tout cas si c'est pas défini. Mmh. Et du coup, par rapport à ça, je voulais du coup te demander la question, pourquoi c'est un sujet qui te tient tant à cœur? Alors, moi, je suis une survivante des violences conjugales de couple, moi-même. J'ai vécu ça pendant 5 ans et demi. Et lorsque je suis arrivée à m'en sortir, j'ai découvert une force chez moi qui euh, qui était grandiose. Et donc j'aimerais et cette force, on l'a toute chez nous. Et surtout les femmes victimes des violences conjugales, un peu partie de ce qui se passe au sein d'une couple quand il y a une relation oppressante et non égalitaire. Souvent, c'est la femme qui s'est fait toute petite. Et j'aimerais que les femmes découvrent cette force qui est innée chez nous. Et aussi parce que finalement, on est la moitié de la population. Et du coup, pour moi, il est inconcevable que la moitié d'une population soit maltraitée et continue à l'être depuis des siècles. C'est pas possible, en fait. Moi, j'estime que nous sommes arrivés à un moment où tout cela devrait arrêter, tout simplement. Et ici, en France, quand je suis arrivée en France, je m'attendais pas à que le nombre de femmes victimes de violences conjugales de couple soit aussi élevé pour un pays, encore une fois, entre guillemets, de premier monde. Euh, et j'étais épatée d'entendre ça et de savoir ça. Et surtout, il y a beaucoup de femmes migrantes qui viennent d'ailleurs, qui aussi sont victimes. Et ces femmes-là, c'est encore de la double, triple peine parce que parfois elles parlent pas la langue, parfois elles comprennent pas comment les choses se passent. On a tendance à confondre culture et façon de être. Et elles me disent parfois, oui, mais les Français sont un peu ronchons. Non, en fait, il y a des mots à placer là-dessus, c'est la violence à leur égard. Et la culture n'est plus rien, pour rien, en fait, dans cette histoire. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle je me suis investie ici en France, à un peu défendre mes concitoyennes et les femmes de l'Amérique latine, mais pas que. Hein. Enfin, j'accompagne bénévolement des femmes issues de toutes parts du monde qui sont en France et parfois aussi d'autres femmes aujourd'hui qui sont en Espagne, en Italie. Donc c'est un travail que je fais avec un groupe de femmes qui sont placées dans ces pays et on essaye de leur rendre libre de toute violence. Je pense que c'est une affaire qui devrait qui devrait importer à beaucoup de monde, quoi. Mmh. En tout cas, je te trouve très très courageuse, d'avoir transformé, ce traumatisme en quelque chose de beau. C'est une vraie résilience que tu as, en tout cas, d'avoir fait ça, d'être sortie, de ces violences pour pouvoir, à ton tour, aider d'autres femmes. C'est vraiment, même un cercle vertueux de la sororité, je trouve, pour, aider d'autres femmes à sortir de ces violences. Et du coup, ça m'amène à une question, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais, à une femme qui est victime de violences? Comment faire pour s'en sortir? Je sais que, par exemple, il existe des violentomètres, donc si jamais, tu peux aussi nous expliquer quel est le concept du violentomètre pour les personnes qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est. Voilà. Oui, merci. Si jamais il y a une femme, une fille qui nous écoute qui est victime de violences conjugales ou que soupçonne qui est victime de violences conjugales de couple, il est très important de s'arrêter à cette notion de
violence domestique, violence conjugale et violence de couple. En fait, avant, on parlait de la violence domestique, mais quand on parle de la violence domestique, ça lance une image uniquement de ce qui passe dans le foyer, c'est-à-dire une image peut-être hétéropatriarcale traditionnelle, maman, papa, enfant. Et aujourd'hui, la violence n'a pas besoin d'être dans un cadre d'une maison avec des enfants et un couple marié pour qu'elle existe en fait. Donc ça peut être au niveau des lycéens, même au niveau des collégiens, quand elles commencent à se relationner avec les garçons. C'est là où on commence peut-être à découvrir les sensations dès qu'on puisse plaire à quelqu'un d'autre ou se mettre en petit couple avec quelqu'un. Au lycée, ça commence à être un petit peu plus sérieux. Et l'école supérieure, le lycée supérieur, c'est là où il y a la concrétisation de la chose, ou sinon entre les 20, 25, 26 ans. Donc il est important de dire que la violence n'affecte pas uniquement le cadre domestique, elle peut s'installer au sein du couple aussi, quoi. Et donc, c'est justement ce qui s'est passé en 2009 au Mexique. L'unité des genres de l'Institut Polytechnique National, l'IPN, a réalisé une étude sur la dynamique des relations de couple dans la communauté étudiante de l'IPN. L'IPN, c'est comme les polytechniques ici. C'est une école d'études supérieures aussi importante. Et donc, cette enquête a été réalisée auprès des 14 000 jeunes de 15 à 25 ans, du collège au lycée. Et le but était de savoir comment les gens s'engageaient dans leurs relations amoureuses. Et les résultats étaient alarmants parce que à l'intérieur de l'unité des genres de l'IPN, ils se sont rendus compte que la violence commençait à s'installer dans les couples sur les formes des blagues, des choses un petit peu plus pas trop visibles et que les jeunes femmes banalisaient. C'est-à-dire que ils commençaient à parler de la façon dont elles s'habillaient, ou de s'interdire certaines choses. Et les filles, parce que l'éducation aussi au Mexique fait que nous, les femmes, on a normalisé des siècles de maltraitance, elles n'arrivaient pas à voir qu'en effet de se relationner aussitôt avec les garçons comme ça, c'était la violence, quoi. Et donc, le violentomètre, enfin, l'unité de genre a décidé de créer le violentomètre, je te disais, en 2009. C'est une échelle qui va, à différence de celle en France, le Mexicain ne dit pas ce qui va bien, en fait. Le violentomètre, le vrai, l'original, parle des notions des violences au moment qu'il y a des blagues sexistes. Il part de là, le violentomètre. Le blague sexiste jusqu'à la notion des féminicides. Et dans le violentomètre, tu le vois, il va un petit peu d'orange, passant par les rouges, et il finit en bleu, en simulant les couleurs des agressions. Et le bleu, pourquoi le bleu? C'est parce que quand t'es morte, bah, t'es bleu, quoi. Tu vois, donc là, l'Île-de-France s'est inspirée de cet outil, pour faire le sien. Donc, comme l'IPN avait dit que si n'importe quel pays voulait prendre le violentomètre et le traduire à leur langue, il suffisait de faire la demande et juste afficher le logo de l'IPN. Dans le violentomètre, il est en anglais, il est en chinois, il est en danois, enfin, il est en beaucoup de langues. Mais je pense qu'en France, on a décidé de s'inspirer plutôt et de ne pas le demander tel qu'il était, peut-être parce que cette notion de féminicide n'existe pas en France, peut-être, je sais pas pourquoi ils l'ont pas pris comme ça, mais en tout cas, c'est un outil ludique, pédagogique, qui aide à placer la violence et dans une échelle qui va in crescendo, et qui, le violentomètre va dire, dans certains moments, stop, la violence va augmenter, ou attention, t'es en danger, ou vigilance, stop, protège-toi, demande de l'aide. Le violentomètre en France, il commence par profit. Il te dit oui, tout va bien, il n'y a pas de souci. Ce qui est bien, quoi, parce que c'est pas mal de se rappeler, mais pour moi, il est important de commencer à utiliser le violentomètre le moment que
Il dit vigilance stop, il y a violence quand il te fait de chantage, si tu refuses à faire quelque chose, rabaisse tes opinions, tes projets, se moque de toi en public, voilà quoi. Il y a des certains types de violences qui sont dans le violentomètre et donc il va à l'échelle rouge en France, qui l'échelle la plus grave, va dire protège-toi, demande de l'aide, t'es en danger. Et donc ça s'arrête le violentomètre en France, des menaces avec une arme. Or, la violence ne s'arrête pas là, et on le sait. La violence s'arrête une fois que la personne est décédée, quoi, quand il y a un féminicide. Donc, pour moi, le violentomètre, c'est une très bon outil pour n'importe quelle personne de se repérer dans cette échelle de violence et voir à quelle étape de sa relation cette personne est et demander de l'aide. Si jamais on soupçonne qu'on est victime de violences conjugales, on peut le faire confirmer par le violentomètre. C'est un processus qui est assez complexe parce que c'est dur de se rendre compte qu'on est victime de la personne qu'on aime. Parce que finalement, on se met avec quelqu'un, non pas parce qu'il nous a maltraités de le début, mais parce que tout allait bien, quoi. Et c'est là où il est important de connaître le mécanisme de la violence, les cycles de la violence, et comment ça opère. En fait, ouais, je trouvais ça très intéressant, ce que tu nous disais, du coup, sur les origines du violentomètre. Je savais pas du tout que la France avait une inspiration au Mexique et que du coup, tout le monde a repris ou a adapté comme la France. Et je trouvais ça intéressant aussi. J'aurais aimé, franchement, qu'à la France. Et ça, c'est ma coupe de gold tout le temps. À chaque fois que j'ai l'opportunité de le dire, je le dis parce que j'estime qu'il faut donner le crédit à l'unité des genres de l'Institut politique national au Mexique, parce que cet outil existe depuis 2009. C'est une invention, c'est une création de cet organisme d'éducation, et j'estime qu'il fallait leur donner leur crédit. Après, maintenant, l'outil n'appartient à personne, en fait. Si l'outil appartient à l'IPN, ils ont clairement dit, si vous voulez l'utiliser, vous nous demandez. L'outil n'appartient pas à la France, il n'appartient pas à un centre, à qui que ce soit. Et donc, c'est très bien qu'il soit distribué partout, mais j'estime aussi qu'il fallait commencer dans une échelle où les choses ne vont pas bien et finir avec les potentiels féminicides, quoi. Mais bon, c'est important que la France ait inspiré sur cet outil et je suis très reconnaissante. Maintenant, j'aurais aimé qu'il dans les crédits talibans. Ouais, t'as complètement raison. Voilà. Tu fais très bien de mentionner ce crédit, parce que c'est très important. Je voulais juste savoir, est-ce que du coup, il y a d'autres outils que le violentomètre à l'ordre du jour pour détecter les violences conjugales ou pas? En fait, après le succès du violentomètre, il y a dans la page de l'IPN, si tu veux, je peux t'envoyer le lien, tu vas voir, c'est incroyable tout ce qu'ils ont fait. Ils ont créé harcèlemètre, comment on pourrait dire, harcèlemètre, de l'harcèlement, quoi. Oui, voilà, pour le harcèlement digital aussi, et pas uniquement pour le harcèlement dans les écoles. En fait, ils se sont basés dans les outils pour développer plein de choses. Il y a d'autres outils qui sont importantes. Et, voilà, ils sont vraiment très en avance par rapport à ces outils ludiques, surtout pour que les gens jeunes puissent savoir de quoi il s'agit, être victime de violence. Mmh. Ça marche, merci de ces précisions. Et du coup, je voulais rebondir sur ce que tu as dit juste avant. C'était du coup, comment on fait pour identifier et reconnaître les mécanismes de violence conjugale, les cycles de la violence et comment ça opère? Alors, comment reconnaître une personne où? Dans quel endroit? À l'école, à l'entreprise, auprès de nos amis, de notre famille, dans les hôpitaux, dans les lycées, dans les écoles des études supérieures, en fait. Euh, il faut pas oublier que les violences conjugales et de couple touchent l'intime. Et donc, les femmes victimes de violences ne vont pas aller partout en disant je pense que je suis victime de violences. En fait, ça passe pas comme ça. La plupart des femmes ne parlaient pas spontanément de ces violences
comme ça avec les gens. Malheureusement, il y a pas vraiment une symptomatologie spécifique au sein de femmes, auprès des femmes victimes de violences. Néanmoins, on a toutes peut-être entendu dire notre copine, notre tante, notre mère, il est hyper jaloux. Il me laisse pas faire ci. Il s'énerve si je fais ci, si je fais pas ça. Je peux pas être en retard parce que sinon, un tel n'est pas content. Je ne me coupe pas les cheveux parce qu'un tel ne veut pas que je me coupe les cheveux. En fait, il y a des petits signes comme ça qui pourraient donner des indices comme quoi la personne qui en est en face est victime de violences conjugales. Il y a des mécanismes qui ont été bien identifiés. Et c'est pas moi qui les dis. Dans l'occurrence, je me base tout le temps sur le collectif Nous Toutes pour parler des mécanismes de violence, parce que je pense que la façon dont ils ont exprimé et mis à plat, mis par terre ce concept est assez facile à comprendre. Et donc, il y a la dévalorisation, il y a l'inversion de la culpabilité, il y a l'instauration de la peur, et il faut pas oublier que la personne qui exerce des violences va assurer qu'il est impuni. Et donc, ces mécanismes font que toute ce qui tombe sur la personne fait qu'elle ne peut pas facilement s'en sortir. Donc, l'isolement, c'est le mot, il le dit, c'est isoler la personne de ses proches, de ses amis, de son entourage de travail, afin qu'il puisse être le seul à la contrôler. La dévalorisation de quelqu'un. Il y a des mots, des phrases qui rabaissent la personne, et notamment quand il y a des enfants, ce qui marche très bien pour les auteurs des violences, c'est une mauvaise mère. Ça, les nanas ne supportent pas ça. Ils ne supportent pas entendre de leurs compagnons avec qui ils ont fait des enfants qu'elles sont une mauvaise mère. Donc ça, c'est dévalorisé en permanence, ou sinon par les physiques. T'es grosse, t'es moche, t'es stupide, t'es bête, tu sers à rien, personne t'aime. Dans ton boulot, ils te gardent parce que sinon, voilà. Enfin, des choses comme ça pour abaisser la personne. Après, on a la version de la culpabilité, c'est-à-dire que on va dire, ben voilà, si je suis comme ça, c'est parce que toi, tu m'exaspères, c'est ta faute en fait. Tu parles lentement. Je sais pas, enfin, tu m'énerves avec ta façon de parler. C'est comme si la personne avait la faute de l'énervement du conjoint. Mais or, c'est pas du tout ça en fait. Une façon de parler ne devrait pas déclencher une agression. Et surtout pas si cette personne, finalement, on s'est mis en couple avec lui, il nous a connus comme ça. Donc, renverser la culpabilité sur la personne, c'est juste c'est une stratégie de contrôle, quoi. Et après, il y a la peur qui s'installe, parce qu'il y a des cris, il y a des coups, il y a des menaces. Encore une fois, quand il y a des enfants, c'est si tu me quittes, si tu portes plainte, je vais te tuer, je vais tuer les enfants. Ou je vais partir avec les gosses, tu ne le verras plus jamais. Ou sinon, je te donnerai plus d'argent. Ou si tu ne me donnes pas ton salaire, je vais envoyer des nudes que j'ai pris de toi à ton chef. Enfin, je dis n'importe quoi. Mais ça peut aller jusqu'au là. Je vous donne des exemples comme ça parce que parfois, on n'arrive pas à imaginer quels sont les mots que les agresseurs occupent ou disent aux femmes pour les mettre dans cette, dans cette cage où elle ne peut pas sortir, quoi. Et après, il va assurer son impunité. Donc, il va faire tout pour que la parole de la victime ne soit pas entendue. Il va jouer peut-être à être les gentils genres, ou les gentils voisins. Au boulot, il est impeccable. Il a gagné des prix. Parmi les amis adorent comme il est. Quand on est ensemble, il se montre pas comme ça, évidemment. Mais
Moi, j'ai toujours une petite fibre quand je vois certains couples, je me dis, il y a un souci. Et je me trompe rarement. Mais après, ça fait 20 ans que je travaille avec les femmes et je fais ce boulot depuis très très longtemps. Donc, on commence par développer une petite fibre où on se rend compte des choses, quoi. Mais en tout cas, si jamais vous vous entendez, vous pensez que votre cousine, votre grand-mère, votre meilleure amie, votre tante, votre collègue est victime de violence conjugale, il faut poser la question, quoi. Comme ça. Il faut juste poser la question avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de tact peut-être. Si on a ça dépend de niveau de confiance qu'on a, mais genre comment ça va à la maison, comment ça comporte machin avec toi, est-ce que si vous disputez, ça se passe comment, les rapports intimes, ça se passe comment, parce que là il y a l'ancien aussi aujourd'hui des viols conjugales qui est important à marquer. Euh, Est-ce que tu as peur pour toi et tes enfants? Est-ce que euh, tu penses pas que tu es victime des violences? Et là, c'est là où peut-être on peut s'informer. Violences physiques, verbales, psychologiques, sexuelles, administratives, financières, je sais pas. Donc là, faut poser la question. C'est un moment un petit peu froid, mais dans mon expérience, les victimes, ils ont besoin de parler. Et une fois qu'on devient un peu leur allié, ils se confient rapidement à nous. Ouais, c'est très important, tout ce que tu dis, c'est vrai que, bah, l'agresseur, il va plus, il faire du chantage psychologique comme tu l'expliquais, il va mener un double jeu et je trouve ça super le conseil que tu donnes, du coup pour que, pour une personne, qui veut aider, quelqu'un qui pense qui est victime de violences conjugales, c'est bien de poser la question, mais du coup, et du coup, d'entrer dans tout ce que tu nous as dit, dans tout type de questions pour voir si tout se passe bien dans sa vie avec lui et dans d'autres domaines. Mais du coup, je voulais savoir aussi, comment on fait, du coup, voilà, une fois qu'on a posé la question et que, la personne nous a répondu: «Oui, je suis victime de violences conjugales», comment, on fait pour l'aider, concrètement, une étape à suivre, pour qu'elle se sente entourée, écoutée, donc voilà. Oui. Encore une fois, enfin, là, quand la personne nous a avoué que oui, en effet, elle est la victime des violences conjugales ou de couple, il faut toujours la croire, cette personne. Il faut toujours croire ce qu'il nous dit, l'écouter, mais ne pas la juger. Ne lui Ne pas lui donner des conseils en se mettant soi comme exemple. Moi, je ferais un tel, moi, je ferais ci, moi, je ferais là. Mais comment est-ce possible que pourquoi tu quittes pas le foyer Alors, notre situation à nous, personnelle, n'est pas du tout la même que celle de la personne qui est victime de violences conjugales. On ne peut pas se mettre nous comme exemple. Il faut arrêter de le faire. Il faut juste essayer de l'accompagner. Peut-être taper une petite recherche Google quoi faire. Il y a pléthores des sites qui disent quoi faire, où aller. Il y a le 3919 qui existe toujours, heureusement, et qui, tout simplement, on dit à la personne, appelle ce numéro, peut-être qu'ils vont donner plus d'orientation, mais pas juger, ni pas dire, mais oh là là, mais pourquoi tu quittes pas? Si jamais la violence conjugale de couple domestique finirait avec un conseil de pourquoi tu pars pas. Aujourd'hui, on serait pas là, toi et moi, en train de parler de ça. C'est trop facile, en fait. Ça serait trop facile, juste de quitter, quoi. Et ça serait pas un problème de santé globale, mentale et physique dans la planète, quoi. C'est un problème de santé globale, les violences faites aux femmes. Et donc, ça ne se illumine pas en disant, moi je ferai ci, moi je ferai. Non, il faut juste écouter, croire la victime. Et encore une fois, me basant sur les conseils de nous toutes, si l'agresseur isole la victime, il faut dire je te crois. Si l'agresseur dévalorise la victime, tu dis t'as bien fait de me parler. Si l'agresseur inverse la culpabilité de la victime, il faut dire tu n'es pour rien, c'est lui le coupable. S'il fait des menaces, on dit
la loi est de ton côté. Alors, certes, la loi, elle est lente en France. Certes, toutes les gendarmes ne sont pas formés. Parfois, la femme va porter plainte 1, 2, 3 000 fois et il n'y a rien qui se passe normalement. Mais c'est le seul moyen encore qu'on a pour que justice soit faite. On ne peut pas se plaindre ou essayer de que les choses avancent sans poser une action qui est reconnue par la loi. Donc, porter plainte nécessite de beaucoup de courage et de beaucoup de dispositions et il faut prendre énormément sur soi. C'est pas facile, c'est pour ça que les femmes laissent passer 20 ans quand, par exemple, il y a des histoires ou des actions, ou des soucis, des problèmes de viol. Je sais pas comment dire, je vais la trouver, enfin, le viol, c'est tellement quelque chose de tellement fort. Quand il y a un crime de viol, on va dire comme ça, que les femmes euh, prennent leur temps à porter plainte parce que c'est dur, quoi. C'est pas facile d'aller comme ça. Et ça nécessite beaucoup de courage. Donc nous, en tant qu'alliés, on a qu'à écouter, on a qu'à accompagner, on a qu'à à nous renseigner de quoi dire, quoi faire, et surtout être là à l'écoute de la personne qui a besoin. Ouais, c'est des très, très bons conseils et je peux comprendre pour une femme, en tout cas, que ce soit compliqué pour porter plainte parce que, du coup, la justice peut aussi ne pas être aussi bienveillante qu'elle devrait l'être, enfin les policiers, les personnes qui sont en charge de la loi. Donc c'est sûr que ça peut, rebuter et puis après le temps, enfin la lenteur administrative aussi, c'est quelque chose qui peut vraiment, décourager. Mais du coup, je voulais savoir, bah, du coup, si tu connais, par exemple, des noms d'associations pour aider les femmes à porter plainte ou si tu as des conseils, bah, pour, aider les femmes à aller porter plainte parce que c'est quelque chose, de difficile pour elles. Alors, il y a beaucoup d'associations qui peuvent orienter les femmes à porter plainte ou à se renseigner. Mais même, enfin, au sein de la gendarmerie ou au commissariat de police, euh, il y a des informations, des associations qui accompagnent les femmes pour porter plainte. Donc, si on n'est pas prête à y aller et porter plainte, on peut juste aller demander quelles sont les associations qui aident les femmes à porter plainte. Je sais pas, je connais beaucoup d'associations, mais je ne sais pas si toutes elles ont ces services-là. Franchement, je peux pas te dire, je veux pas donner des fausses informations. En revanche, je sais que si à la gendarmerie, il y a des affiches, il y a des choses normalement hein, qui devraient donner toutes les informations, ils sont obligés à leur donner afin de qu'ils puissent se faire accompagner. Et c'est possible de se faire accompagner par quelqu'un. C'est possible de venir accompagné soit d'un proche, soit d'un ami, soit d'un avocat. C'est complètement possible. Et aussi, si la personne ne parle pas français, demander un traducteur aussi, c'est possible. Et donc, les services de police et la gendarmerie sont obligés à recueillir le récit des femmes qui souhaitent porter plainte. Et si jamais ils ne le font pas, il faut savoir que c'est notre droit et qu'on peut exiger, quoi. En fait, mais c'est compliqué parce que parfois les femmes viennent pour se porter plainte et ils se trouvent dans une situation déjà assez compliquée et complexe. Si après ils sont victimisés au sein des services de police ou de la gendarmerie, c'est encore plus compliqué. C'est pour ça que c'est un acte très courageux. Il faut pas se faire dévaloriser, de faire, enfin, baisser les bras. Il faut continuer à le faire si vraiment on a envie de le faire. Mmh, du coup, ça me fait penser, tu parlais, bah, du coup, de droit, que, le policier, enfin, tu pas le choix, enfin, il doit prendre ta plainte, que, une personne, qui parle pas, forcément, bah, du coup, le français, parce on est en France, pourrait faire appel à un interprète. Mais du coup, est-ce qu'il y a, du coup, d'autres droits, à prendre en considération quand on veut porter plainte? Oui, en fait, là, justement, je viens de faire un post par rapport à ça. C'est une petite liste non exhaustive, mais il y a beaucoup de droits que les femmes peuvent avoir. Donc,
comme je disais, bénéficier d'un accompagnement gratuit et confidentiel pour connaître les droits, ses droits et être soutenu dans les démarches. Les officiers sont obligés à recevoir la plainte, même si le fait n'ont pas eu lieu dans la zone géographique de leurs compétences. À la fin du procès verbal, euh, la personne qui a porté plainte doit relire ses propos, le signer, et à la gendarmerie, ils doivent les rendre une copie de ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, très important, en cas de violence conjugale, euh, vous avez le droit de quitter le foyer et d'amener vos enfants avec vous. Mais évidemment, parce que pour ne pas être accusé d'abandon de foyer, il faut informer la gendarmerie avec une main courante qui n'est pas une plainte, mais c'est juste pour prendre fait, enfin, pour que les faits soient poussés quelque part. Et ensuite, saisir le JAF pour obtenir l'autorisation de vie séparément. En fait, il y a plein de droits, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais comme nous, on ne connaît pas nos droits, parfois on se laisse aller par les mythes des choses. Je ne peux pas quitter le foyer parce que sinon ils vont me retirer mes enfants. Non, pas tout le temps. Enfin non. En fait, il y a une manière de faire les choses, et surtout sur la notion de violence conjugale. Si une femme étrangère est victime de violence conjugale, qui n'a pas de papiers et qui a un enfant français, elle a le droit d'avoir un titre de séjour vie privée et familiale, enfin, pour pouvoir travailler, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place euh, et qui parfois on connaît pas. Mais je me dis, en fait, la loi, elle est lente ici en France. Peut-être qu'on devrait avoir plus de choses, mais en fait aussi, je pense que le fait que tout d'un coup, non, depuis les 6 derniers ans, les femmes ont vachement libéré la parole. Et, et maintenant, là, le gouvernement doit être à l'auteur de cette prise de parole. Mais il faut aussi, de notre côté, connaître nos droits afin d'exiger, en fait, ce qu'on pourrait avoir. On peut pas exiger quelque chose qu'on ne connaît pas. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. On peut pas exiger quelque chose qu'on connaît pas. Et c'est pour ça que je trouve hyper important ce que tu fais, la sensibilisation sur tes réseaux, dans ton travail. Et du coup, je voulais en savoir plus. Bah, du coup, toi, comment tu fais pour sensibiliser les entreprises à la violence domestique voilà. Pas violence domestique, la violence conjugale, parce que tu m'as dit que violence domestique, c'était plus large que ça. Tu peux dire on peut dire violence domestique, conjugale et de couple. Tu peux dire. Euh, c'est juste pour ne pas laisser des gens de côté. Ah ben, moi, je m'étais dit en 2019 qu'il y avait quelque chose à faire. Parce que au sein de l'entreprise où je travaillais, je partageais le bureau avec 2 personnes. Toutes les deux étaient victimes de violences conjugales. Euh, une d'elles était mariée et la deuxième non, mais ils avaient déjà 3 enfants, une dizaine d'années ensemble, mais toutes les deux étaient victimes de violences conjugales de couple. Et, et comme nous on est devenus assez proches, et je savais ce qui se passait, donc je m'étais dit, et si l'entreprise pourrait être au courant de ce qui se passe dans ces petits bureaux. Parce que nous, on parlait et j'essayais de leur aider, mais du coup, on était devenus amis, donc ça marche pas terrible quand tu es déjà ami avec la personne. Et donc, j'ai idée un programme afin de sensibiliser les entreprises parce que il y a des choses à mettre en place pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales de couple au sein de l'entreprise, juste pour leur aider à s'en sortir. Et donc, je crée un programme, je crée une entreprise avec des ateliers. Et donc, je parle aux entreprises, aux dirigeants, à l'RH, au département de la communication, de l'importance de pourquoi on devrait se sensibiliser à ces sujets-là
et si possible aller plus loin, mettre en place des démarches à l'échelle de l'entreprise, avec la culture de l'entreprise, avec la façon dont l'entreprise parle, dans l'éventuel cas qu'une collaboratrice soit victime de violences conjugales. Et donc, je prépare comment je suis, comment c'est moi qui crée mon contenu et comme c'est moi qui ai créé cet atelier, ces formations. Donc, je peux l'adapter plus ou moins à la taille de l'entreprise et on peut aller enfin, aussi loin où l'entreprise le souhaite. Et, euh, et donc, typiquement, en ce moment, je fais partie du collectif Femmes de Santé. On essaye de sensibiliser les hôpitaux, très important, parce que les médecins, on pourrait croire qu'ils sont formés, mais non. Enfin, il y a toute discipline. Quand on est victime de violences conjugales et s'il y a de la violence physique, il y a beaucoup de choses qui sont touchées. Mais même s'il n'y a pas de violence physique, il n'y en a pas besoin d'avoir des coups pour être atteinte. Hein. Enfin, je parle de ça parce que, en fait, les médecins qui auscultent les patientes peuvent poser des questions, peuvent croiser plus loin. Il y a des choses qu'on voit apparaître dans tous les cas, comme euh, par exemple aussi s'il y a des hématomes au niveau de la mâchoire, certaines choses qui peuvent donner des indices aux médecins, à toute profession, de que la femme qu'ils ont en face est victime de violences conjugales. Et pendant que je faisais mes études, Dr Gilles Lassimi a parlé des conséquences graves dans la santé des femmes. Et on a quelques maladies et symptômes qui révèlent une violence verbale psychologique. Et donc, j'estime que les médecins doivent se former afin de qu'éventuellement ils se posent des questions. S'il y a une femme qui vient leur voir, ils puissent peut-être soupçonner une violence quelque part. Du coup, ça m'amène à une autre question, c'est du coup, voilà, tu parles, du coup, des médecins qui doivent se former pour qu'ils puissent repérer, les femmes victimes de violences conjugales et du coup, je me demandais aussi si tu as, du coup, d'autres exemples, on va dire, de plans d'action pour, mieux soutenir les femmes, victimes de violences conjugales dans le milieu professionnel? Bon, d'abord, il faut que, numéro un, c'est que la société en question, l'entreprise, soit vraiment, qu'il y ait vraiment l'envie de se sensibiliser. Plein d'actions, c'est facile. En fait, moi, ce que je propose, c'est, numéro un, sensibiliser les RH, les dirigeants, les managers. Numéro deux, faire des ateliers avec les femmes afin qu'elles puissent reconnaître le mécanisme de la violence, les violentomètres aussi. J'ai développé moi-même certains outils assez ludiques afin qu'elles puissent comprendre comment ça se passe. J'ai des ateliers qui sont pour les femmes uniquement, mais sinon aussi mixtes. Mais d'abord, il faut que la société soit vraiment intéressée en mettre en place cette démarche et pas juste uniquement pour cocher la caisse de responsabilité sociale d'entreprise ou parce que on a la semaine de la QVT, allez, on a fait un petit atelier. En fait, c'est vraiment quelque chose qui devrait les intéresser parce que il y a une énorme perte de budget en Europe à cause des violences faites aux femmes. Et ça passe par le absentéisme dans les entreprises ou le présentéisme aussi dans les entreprises. Donc, une femme qui est victime de violences conjugales ne peut pas performer. C'est pas possible. Donc là, mieux mettre en place certaines choses, initiatives, je répète, à l'échelle de l'entreprise afin d'aider les femmes. Et numéro deux, parler aux femmes. Euh, numéro trois, peut-être sensibiliser tous les collaborateurs et trouver à l'échelle de l'entreprise des initiatives qui peuvent parler à leurs collaborateurs dans le cadre de leur culture. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes qui sont faits en général pour les sociétés. Mais moi, je suis pour quelque chose de plus organique afin de vraiment trouver une bonne méthode ou une bonne initiative à l'échelle de l'entreprise
par rapport à leur culture. Parce qu'en fait, déjà, les violences sont assez complexes. Il faut trouver la manière de parler. Donc, c'est le cas, par exemple, du consulat du Mexique en France et de l'ambassade du Mexique en France. Tous les ans, on met en place un atelier afin de sensibiliser les personnels, parce que les femmes étrangères, les femmes mexicaines viennent à l'ambassade à demander de l'aide. Il y a des cas assez complexes et ils doivent être formés. N'empêche que pour leur propre bien à eux, parce que parler avec une femme qui est victime de violence conjugale, c'est costaud, quoi. Il faut avoir une vraie écoute et il faut avoir de bonnes réponses. Donc déjà, je pense que sensibiliser les ambassades, c'est une bonne chose. Et deuxièmement, enfin, là où il y a les femmes viennent, oui, bah, c'est les médecins, les écoles, euh, la population des femmes dans l'entreprise, dans les usines. Voilà, enfin, il y a énormément des endroits où on pourrait mettre à bien ces ateliers afin de sensibiliser les personnels. Mmh. Ça me fait penser, tu parlais de culture et du coup, pour qu'on puisse bien se rendre compte quelles sont les différences culturelles, par exemple, entre la France et le Mexique par rapport aux violences conjugales, par exemple? En fait, je pense que la violence faite aux femmes au Mexique et en France est la même. Les agresseurs, les auteurs des violences agissent de la même manière. En fait, il n'y a pas vraiment une différence. Là où c'est différent, c'est que euh, au Mexique, par exemple, pour te dire, donner un chiffre, tous les jours, il y a 10 femmes assassinées au Mexique. Il y a 10 féminicides tous les jours. Je pense qu'on a passé à 11, mais bon, je vais rester dans 10. En France, c'est pas du tout, c'est pas du tout la même chose. En France, on est à, il me semble, à une féminicide tous les 3 jours. Donc, c'est-à-dire que l'échelle n'est pas la même, mais les moyens sont les mêmes, les conductes sont les mêmes. Euh, c'est la seule chose qui change aujourd'hui pour moi, c'est le nombre de personnes, des femmes assassinées. Mais comme on a pu voir dans les chiffres que je t'ai donnés, ça va in crescendo, quoi. Et je sais pas si tu te rappelles, il y a 5 ans, jamais on aurait dû entendre, par exemple, une Juliette Godrèche parler comme ça au Sénat. C'est juste incroyable ce qui se passe en ce moment. C'est qu'il y a vraiment une ouverture de la chose partout, en fait. On ne peut plus continuer à le cacher comme ça avec un dos. C'est plus possible. On n'est pas dans la même culture, certes. On n'est pas dans la même façon d'agir. Au Mexique, on est super avancé par rapport à certaines choses. N'empêche que le violentomètre, on est la preuve. Mais, en ce qui concerne la façon, enfin, le modus operandi des auteurs de violence, c'est exactement le même. Mmh. C'est vrai que c'est assez impressionnant, la différence, entre le Mexique et la France par rapport au nombre de féminicides. Je ne savais pas du tout que, voilà, 10 par jour, c'est énorme et comme tu dis, c'est vraiment un sujet, on libère, on peut plus rester à ne pas en parler. Il faut libérer la parole, il faut, pas que les politiciens, de tous les pays, hein, puissent prendre, le pouvoir, sur ce sujet et que, éviter au maximum, ces drames qui arrivent. Du coup, ce que je veux te proposer, c'est du coup, là, il nous reste 5 minutes avant la conclusion. Donc, je voulais savoir si tu avais quelque chose à ajouter à notre discussion. Moi, enfin, ajoutais juste, si ça vous intéresse, informez-vous, allez chercher, croisez des infos. Il y a énormément d'associations qui parlent de ça. Si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez sensibiliser votre personnel, approchez-vous des moi ou des personnes qui font la même chose. Franchement, c'est toujours une bonne idée. C'est toujours vraiment une bonne idée parce que tôt ou tard, vous allez vous confronter à une situation comme ça. C'est oui. En fait, je ne vois pas comment plus ça avance, plus les entreprises ne seront
pas confronté à des situations pareilles. Et surtout, si vous êtes une femme victime de violences conjugales, protégez-vous et informez-vous. Vous avez des droits et approchez-vous des associations qui peuvent vous aider, parler à votre entourage. Vous n'êtes pas seul. On est beaucoup de femmes en train de travailler afin de vous libérer de cette violence. Et si c'est pas moi, il y aura une autre proche de vous qui va, je pense, volontiers vous aider. Très, très bonne, remarque, rajoutée. Du coup, voilà, pour terminer, sur ça, je voulais savoir, bah, du coup, un dernier conseil que tu pourrais donner, le vrai mot de la fin. Enfin, t'as fait une petite, t'as dit tes dernières remarques que tu voulais ajouter, mais si t'as vraiment un dernier conseil à donner, une dernière chose, une action à mettre en place, ce serait quoi? D'accord. La dernière phrase pour finir. Alors, j'adore dire ça parce que c'est pas moi qui le dis, mais je le pense vraiment. Elle a pas tort quand elle a dit ça. Il y a une écrivaine mexicaine qui s'appelle Marina Castañeda. Elle a rédigé plusieurs livres, mais dans un de ses livres, elle a dit, pour que toute la société soit machiste, il faut que toute la société y contribue. Mais pour que la société arrête de le faire, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un boulot de tout le monde. Ça nous concerne à tous. Les violences faites aux femmes, c'est quelque chose qui nous concerne à tous. On est tous concernés. On ne peut pas penser que ça ne nous affecte pas. Et j'invite vraiment la société, les gens qui nous écoutent, à se mobiliser à leur échelle, faire quelque chose. Très, très beau, très, très belle phrase, qui conclut, tout ce qu'on a pu nous dire. Est-ce que tu as d'autres modèles, hormis, Marina, sur le sujet, à partager avec nous? Je suis groupie de certaines femmes. Je pense à Andrea Guerre-Vintila. Elle vient de publier un livre qui s'appelle Les contrôles coercitifs, super important dans les notions de violence conjugale et de couple. Caroline de Haas, elle a écrit le manuel d'action pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles. Vraiment, c'est un manuel qu'il faut lire. Vous le lisez, vous le lisez dans une journée, même pas plus. Vous prenez des notes, vous êtes prêts. Marcela Lagarde y de los Ríos, c'est la gourou féministe par excellence au Mexique. Il y a Rita Segato aussi, une Argentine. Elle a écrit un livre qui s'appelle La guerre contre les femmes. Et ici en France, il y a Christelle Tarot. Vient de sortir un livre qui s'appelle Une histoire, les féminicides, une histoire mondiale. Voilà, ce sont les femmes que je suis. Il y en a d'autres, mais dans cette thématique des violences conjugales et de couple, je pense qu'elles, elles sont au top des tops. Super, merci, de ces partages. Maintenant, autre question, là, tu nous as donné, pas mal de lectures et je veux savoir si tu avais d'autres ressources à nous partager, que ce soit des documentaires, films, séries, podcasts? Il y a un site qui s'appelle Violence que faire de nos amis en Suisse. C'est en français. Franchement, ils font un travail monumental. Ils ont des podcasts, des affiches, des concepts. Après, tout est appliqué à la Suisse parce qu'ils sont là-bas. Mais si on enlève tous les datas des téléphones d'urgence et tout ça, franchement, il faut balayer ces sites de A à Z. Il y a énormément d'informations là-dessus. Je conseille vraiment d'écouter les podcasts et d'aller voir leur site. Merci de ton conseil et je sais que toi aussi tu as un podcast, n'hésite pas aussi à nous toucher un petit mot à ce sujet. Alors, j'ai un podcast qui s'appelle Il est en espagnol, si vous parlez espagnol. Enfin, j'ai un podcast qui s'appelle Liberar la palabra, c'est libérer la parole, mais en espagnol. Alors, en espagnol, on dit pas ça. Liberar la palabra n'existe pas. Ça, c'est tellement français que, mais ça veut dire tellement des choses que je l'ai mis au castellan pour le donner un peu de hommage à la France dans cette langue que j'adore et aussi essayer de libérer la parole avec des femmes latino-américaines qui sont en train de faire des choses énormes par rapport aux femmes et on parle un peu des violences, on parle un peu de l'éducation
on parle un peu aussi de l'homosexualité, enfin, des femmes. Donc, bon, voilà. Il y a pas beaucoup d'épisodes, mais il est toujours là. Il s'appelle Liberar la palabra. Super, merci beaucoup. J'espère que les auditeurs auditrices iront l'écouter, comme tout ce que tu as donné, que tout le monde ira se renseigner par rapport à tout ce que tu as dit, parce que c'est tellement important, ces sujets-là pour, de toute façon, le savoir est une forme de pouvoir pour pouvoir agir. Et du coup, la dernière question que j'aimerais te poser, c'est que signifie le féminisme pour toi? Alors, bon, le féminisme, déjà, pour moi, c'est un cadeau énorme que j'ai découvert, je pense, quand j'avais 23 ans. Et depuis, j'essaie de me former, de comprendre de quoi il s'agit, d'adhérer à ces principes. Et plus récemment, j'essaie de me déconstruire. Je pense que là, il faut toujours se déconstruire. Dans le féminisme surtout, en tant que femme, je pense qu'il faut jamais rester avec à ce qu'on sait, en fait. Il y a tellement de choses et c'est vraiment il y a tellement de, oui, des possibilités. Et en ce moment, je suis un peu plongée dans le féminisme décolonial. Euh, D'après mes origines aussi, d'après toute l'introspection que je suis en train de faire avec moi-même, euh, parce que on est en Europe, c'est vrai, et donc on parle beaucoup de féminisme blanc, ce qui est normal parce qu'on est en Europe, et en Europe, il y a les femmes qui habitent là et qui se sont rendues compte que, voilà, qu'il fallait faire des choses pour combattre surtout le patriarcat. Mais de l'autre côté, il y a aussi toute la partie du colonialisme qu'on a vécu en Amérique latine, que déjà, elle s'appelle pas Amérique latine, elle s'appelle El Abya Yala. En fait, les féministes, une grande partie des féministes qui ne l'appellent plus comme ça, l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, elle n'existe pas. En fait, c'est un continent qui a été découvert par quelqu'un, qui a donné son nom à une pièce, à un endroit qui existait déjà avec des personnes qui existaient déjà. Et donc, on l'appelle El Abya Yala. Et donc, les féministes de l'Abya Yala essayent d'avoir une autre notion du féminisme, beaucoup plus décoloniale, qui remet en question les structures de pouvoir héritées de la colonisation et qui reconnaît les multiples formes d'oppression intersectionnelle auxquelles se sont confrontées les femmes indigènes et noires. Donc, c'était un choc pour moi parce que bien, même si je ne suis pas européenne, si je le suis aujourd'hui parce que j'ai ma nationalité française, mais je ne suis pas européenne. Je suis arrivée en France il y a 14 ans, mais j'ai toujours vécu ma vie comme une personne blanche, quoi. Et je ne le suis pas. Oh, je le suis. En fait, il y a un conflit vraiment en moi qui assez révélateur, ça, que je me pose cette question aujourd'hui, de par mes origines, parce que quelque part, je pense que quelque part dans mes ancêtres, il y a des indigènes que je connais pas, que je ne sais pas qui sont, et donc j'essaye de me déconstruire dans le féminisme aujourd'hui en intégrant le féminisme décolonial, mais c'est très dur et c'est un exercice de tous les jours. Mais de toute façon, moi, je pense que le féminisme, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé à faire avancer la mentalité, la pensée pour l'égalité et la liberté des femmes. Très très belle conclusion sur le féminisme, et en fait ce que tu dis par rapport au féminisme décolonial serait carrément même l'objet d'un autre épisode à faire, parce que c'est un sujet qui s'annonce passionnant en tout cas à explorer pour que tout le monde puisse avoir cette connaissance sur le sujet. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions et de nous avoir fourni un épisode vraiment riche qui pourra aider un maximum de personnes. Je mettrai les liens où te suivre dans la description, comme ça, voilà, pour les personnes qui auront des questions, il faut qu'ils viennent vers toi pour en savoir plus. Exactement. Plaisir. Merci Estelle. Merci à toi. Bon, du coup, ciao ciao tout le monde. Adios. Adios.
Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!